On est de retour pour la seconde partie de l'émission avec toujours autour de la table Ronan Lemoal, Jean-Daniel Lévy et Gilles Berset. Gilles Berset qui commet cet ouvrage avec Guy Groux et Richard Robert, Sauver la démocratie sociale aux éditions Calman Lévy. On en parlait juste avant la pause. Pourquoi sauver la démocratie sociale ? On voit qu'elle a été abîmée en 2006 au moment de la création du CPE, effectivement, qu'il y a eu un petit problème de méthode. Mais quelle est l'origine pourquoi vous avez écrit cet ouvrage, Gilles Berset ? Quelle est l'idée à l'origine ? Juste avant de répondre à cette question, je voudrais quand même souligner que cet ouvrage est publié aussi à Calman Lévy dans la collection Liberté de l'Esprit. Absolument. La collection Liberté de l'Esprit, c'est une collection qui a été créée et gérée, si j'ose dire, par Raymond Aron. Et pour nous, c'est une grande fierté, un grand honneur. C'est pas sans signification, en quelque sorte, parce que effectivement, il y a une grande liberté d'esprit dans cet ouvrage. Alors, tous les trois, Richard, Guy et moi-même, nous travaillons sur les questions de dialogue social, de démocratie sociale depuis plusieurs décennies, et nous faisons le même constat d'une démocratie sociale en France dévitalisée quand on se compare à d'autres pays qui nous entourent. Je ne vais pas renommer les mêmes, mais pays du nord de l'Europe, les pays scandinaves, les pays, l'Allemagne, les pays... Il y a des partenaires sociaux qui, dans les entreprises et surtout dans les branches, élaborent des normes gagnant-gagnant, qui améliorent le bien-être, les conditions de rémunération, la satisfaction et les conditions de travail des travailleurs, et d'un autre côté, qui sont considérés comme bénéfiques pour la performance des entreprises. En France, c'est pas le cas en France. En France, la démocratie sociale au sein des entreprises est en norme. Alors, il y a eu beaucoup d'accords, il y a un regain, une augmentation du nombre d'accords signés dans les entreprises et dans les branches sur les 2 dernières années pour une raison très simple. C'est qu'on est passé par une époque de forte inflation. Et cette époque de forte inflation a obligé les branches à négocier leurs minima salariaux dans les branches et les entreprises à reporter ces augmentations de minima salariaux. Oui. Donc c'est la dimension salariale poussée par une inflation forte, en quelque sorte, qui a suscité beaucoup d'agitation, beaucoup de négociations collectives. Mais néanmoins, on va prendre l'exemple du pouvoir d'achat. Moi, je prends toujours cet exemple-là qui me paraît frappant. Vous voyez, quand au mois d'août dernier, notre Premier ministre, François Bayrou, avait proposé de donner aux salariés la possibilité de monnayer leur 5e semaine de congés payés. Bon, des salariés sont contraints financièrement. Des entreprises peuvent avoir des besoins plus ou moins temporaires de main-d'œuvre. Ça pouvait être, dans certaines conditions, du gagnant-gagnant. On se serait attendu à ce que les organisations syndicales disent « pourquoi pas, à condition que ce soit encadré par des accords collectifs, qui ne mettent pas le salarié en tête-à-tête avec son employeur pour négocier les conditions de cet échange. » Bien non, ça a été le refus. Le refus systématique, et c'est même là qu'a été employée pour la première fois l'expression « musée des horreurs ». Quand notre Premier ministre la CFDT, actuel... c'était Marie-Lise Léon, effectivement. Quand notre Premier ministre actuel, Sébastien Lecornu, a dit il y aura 2 milliards de plus pour la prime d'activité. La réaction immédiate des syndicats a été de dire mais la prime d'activité c'est pas un salaire, c'est des salaires qu'il nous faudrait. Mais on ne cotise pas pour la retraite notamment. Ce qui est stupéfiant, c'est que les salaires, la négociation salariale revient aux partenaires sociaux. C'est les syndicats qui sont acteurs de la négociation salariale. Ils auraient dû dire, de notre côté, on va essayer de se mobiliser pour davantage de pouvoir d'achat via les salaires. Ça fait partie de leur travail, en quelque sorte, fondamental. Et puis, on pourrait prendre l'exemple des accords nationaux interprofessionnels qui ont été signés sur les 10 dernières années, en particulier des 3 qui ont été signés le 14 novembre 2024, qui montre, je dirais, l'appauvrissement de la négociation collective et de la démocratie sociale en France. Et donc les solutions ? Face à ça, nous, ce que nous disons, ce que nous faisons comme constat, c'est que c'est pas que les acteurs seraient génétiquement incapables de pratiquer une démocratie sociale constructive en France, plus que incapables que dans d'autres pays, non. C'est que les institutions de la démocratie sociale les poussent à ce comportement
à devenir des partis politiques bis en quelque sorte, à se positionner dans le débat politique national et pas à être actifs sur le terrain, dans les branches, dans les entreprises. Donc ce que nous proposons, c'est de modifier, de réformer complètement, drastiquement les institutions de la démocratie sociale. Nous avons 8 syndicats en France qui ont plus de 5% des voix aux élections professionnelles. Quand, dans les pays où ça marche, il y en a 3, 4, parfois 5. Mais trop de syndicats. Trop de syndicats représentatifs. Trop de syndicats. Il n'y a qu'un pays dans l'OCDE qui en a autant. C'est le Mexique. Ah, l'armée mexicaine. C'est quand même pas, pour nous, un benchmark. Oui. En termes de démocratie sociale et d'organisation. Donc il faudrait relever les seuils pour amener des phénomènes de fusion entre les syndicats, pour qu'on ait des syndicats plus forts et que la présence de nombreux petits syndicats n'aboutisse pas à une radicalisation, c'est ça, à une radicalisation, un discours très contestataire. Il faut aussi asseoir davantage la représentation réelle des syndicats dans les entreprises. Pour l'instant, nos institutions ne les amènent pas à représenter réellement les aspirations des salariés. Je vais vous donner un exemple. Dans une entreprise de 10 000 personnes, s'il y a 10 votants au premier tour des élections professionnelles, 10 votants sur 10 000, et si 6 de ces votants votent pour un syndicat, on dira que ce syndicat a 60% des voix, il sera considéré comme majoritaire, il pourra engager le collectif de travail dans des accords. Il n'y a pas de quorum au sein des entreprises Non. Il y en a pour les élus du CSE. Vous avez complètement raison. Mais il n'y en a pas pour calculer l'audience des syndicats et leur donner le droit de négocier et le droit de signer un accord collectif, y compris un accord collectif prévoyant une baisse éventuelle des salaires, un APC. Alors ce que nous proposons, c'est que quand effectivement il n'y a pas quorum, comme il y a un deuxième tour d'élection dans lequel il n'y a pas monopole de candidature syndicale, un deuxième tour d'élection pour désigner les élus du CSE, eh bien que ce soit le CSE qui négocie, qui représente le collectif de travail, qu'il n'y ait plus de monopole syndical de négociation. Dans ce cas-là, ça nous rapprocherait de l'Allemagne. En Allemagne, ce sont les Works Councils, l'équivalent de notre CSE, qui négocient dans l'entreprise. Les syndicats négocient dans les branches, essentiellement, pas dans les entreprises et pas au niveau national. Bon, c'est des situations. Vous avez dirigé le Crédit Mutuel Arca, il y avait quand même quelques milliers de... Il y avait 11 000 collaborateurs. 11 000 collaborateurs. Il y avait un CSE bien nourri, effectivement. Est-ce que ce que décrit Gilles Berset, vous l'avez vécu, vous, je l'ai vécu au sein du Crédit Mutuel Arca à Ronan-le-Moal? D'abord, c'était une maison qui marchait malgré tout bien en termes de dialogue social, donc ça c'est un fait. D'ailleurs, je pense qu'étant une banque mutualiste coopérative, quelque part, ce culture du dialogue existait dans l'ADN. Pour autant, j'ai vu des situations comme ça, mais de manière plus générale. Et d'ailleurs, je pense que l'exemple qu'on cite depuis tout à l'heure sur ce fameux CDI jeune, pour moi, quelque part, c'est une fausse bonne idée parce que c'est partir d'une idée sur laquelle peut-être, comme les jeunes aspirent à plus de mobilité, sont moins dans l'engagement de durée, il y a une fenêtre pour créer un contrat un peu plus flexible. Et de l'autre, côté entreprise, c'est-à-dire ça répond à l'objectif du moment qui est on n'a pas trop de visibilité, donc peut-être comme ça on s'en sort un peu mieux. Mais ça oublie un phénomène à mon avis important et qui effectivement, je suis assez d'accord, une espèce de posture qu'on a côté entreprise et côté syndicat de l'autre, si on parle représentativité. C'est-à-dire il y a ce manque de capacité, j'utilise un terme qui n'est pas forcément adapté, mais pourquoi pas, d'empathie par rapport à l'autre. C'est-à-dire de se dire, si l'autre, l'entreprise, le chef d'entreprise ou le syndicat demande des choses, il faut être capable de se mettre dans ses chaussures et de comprendre à quel besoin de sécurité ça peut correspondre, à quel besoin de développement ça peut correspondre. Et en fait, on a oublié ça. On ne voit que la mesure à l'instant T, dit autrement, sur ce fameux CDI jeune, pourquoi pas, là je phosphore, mais s'il était prévu par les entreprises systématiquement d'avoir un accompagnement derrière pour que les salariés puissent... Ça fait partie du deal, c'est une obligation de formation de ces jeunes sans diplôme et d'emploi. Était de mettre en lumière comment l'entreprise allait s'engager pour qu'au-delà de ce dispositif, on fasse en sorte que tous les moyens soient mis pour que le jeune puisse s'insérer dans l'entreprise, etc. Je pense que l'accueil serait déjà un petit peu différent, au-delà de la méthode qui peut être un sujet. Mais non, à chaque fois, la mesure est vue pour ce qu'elle est, sans projection à l'avenir et sans surtout la capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre. Encore une fois, notre dialogue social, effectivement, est à l'aune de ce que nous voyons en politique aujourd'hui. C'est exactement... Conflictuel, quoi. Parce qu'on pourrait se dire, effectivement, testons et puis on voit si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, on essaye autre chose. Juste un peu de positivisme à la Auguste Comte. Je voulais qu'on avance un peu et qu'on parle des chiffres de l'APEC. L'APEC qui publie
ce matin ses prévisions, son bilan 2025 et ses prévisions pour 2026, avec ce qui m'a fait rire ce matin, 2 analyses complètement différentes selon que vous lisiez Les Échos ou Le Figaro. Les Échos qui titrent en une emploi des cadres, l'embellie inattendue, et Le Figaro, les pages saumon du Figaro, Le Figaro Économie, qui lui titre sur un marché des cadres qui se grippe entre les deux. Lequel a raison, Gilbert Sett? Je commence avec vous. Écoutez, j'aurais tendance à penser que le titre des Échos est plus euphorique que les chiffres pourraient donner à l'être. Il y a du côté des cadres 8% des entreprises globalement qui disent qu'en 2026, qui déclarent aujourd'hui qu'en 2026, elles pourraient être amenées à embaucher au moins un cadre de plus. Bon, c'est bien. C'est bien. C'est mieux que 2024 et 2025 ont été 2 années catastrophiques. Tout à fait. Mais c'est pas considérable. Il n'y a pas de quoi s'exalter. Puis on est au début d'année. Et cette année peut nous réserver quelques surprises. Si vous me permettez, Raphaël, quand même, je voudrais évoquer quelques bons chiffres, parce qu'on peut donner l'impression de faire du French bashing en parlant du budget, en parlant de l'emploi, en parlant des choses comme ça, etc. On ne ressort pas totalement optimiste assez régulièrement après une heure d'écoute des experts, effectivement. Mais on essaie d'avoir un constat. Il y a quand même un chiffre qui a été publié ce matin, et il faut s'y arrêter, qui prolonge une tendance passée, c'est le chiffre d'inflation. C'est le chiffre de l'inflation. On est en HICP, en indice harmonisé, à 0,4% de glissement en janvier. 0,4. On passe de 0,7 à 0,4%. On est l'inflation quasiment la plus basse de la zone euro. Et pour l'IPC, on est, pour l'indice des prix à la consommation, hors tabac et alcool, on est à 0,3. Encore une fois, la France est le pays qui, dans la zone euro, après Chypre, après Chypre, qui a une inflation plus basse, après Chypre, on est le pays qui a l'inflation la plus basse. Et pour juste rappeler quand même un chiffre... Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle, Gilles Bessette? Pardon, mais c'est aussi parce que la France, reflet d'une économie atone. Non, mais la France avait, il y a encore un véritable problème de compétitivité. Et par rapport à l'Allemagne, sur les 8 dernières années, c'est pas loin de 10% de coût salarial unitaire en moins. Voyez, un gain de compétitivité. C'est un gain de compétitivité énorme, bénéfique. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il faut la saluer. Ça nous donne d'ailleurs des marges de politique économique. On peut davantage ou plus facilement envisager des choses comme la TVA sociale, des politiques de ce type-là, puisqu'on est très très bas en termes d'inflation. Mais néanmoins, ce sont des gains de compétitivité bienvenus pour l'économie française et pour ses perspectives dans les 2-3 années à venir. Comment vous lisez les chiffres, Jean-Daniel Lévy, de l'APEC ce matin? Le plus intéressant, en fait, de mon point de vue, c'est pas forcément comment je les lis moi, mais comment les Français peuvent être amenés à les lire. Et que ce qui est assez frappant, c'est qu'il peut y avoir tout un tas de données qui sont des données objectives, qui sont des données tangibles, mais qui n'ont pas du tout le même impact d'un point de vue d'opinion. Il y a le thermomètre et le ressenti, comme on dit. Et de mon point de vue, le plus intéressant, enfin en tout cas une partie complémentaire, c'est la question du ressenti. Quand vous interrogez les Français, est-ce qu'ils ont le sentiment qu'il y a une inflation? La réponse est oui. Est-ce que vous leur demandez, est-ce que vous avez l'impression en fait qu'il y a une baisse de l'inflation? La réponse est non. Alors après, il y a aussi une confusion parfois qui peut être effectuée entre inflation et coûts de dépenses quotidiennes, notamment des dépenses qui sont des dépenses contraintes. Et en plus avec la petite idée que globalement, ça a accru de manière assez massive, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et qu'on n'est pas revenu au prix d'avant, qu'il soit réel ou qu'il soit imagé. Donc il y a cette forme de différence qui est une différence assez notable entre les données objectives et la représentation subjective. Et parce que les biens alimentaires, par exemple, là où on va faire les courses, il y a une forme de dissonance cognitive entre la moyenne globale de l'inflation qui est effectivement très basse et peut-être celle de nos courses où on va toutes les semaines et où on voit que les fruits et légumes, ça peut augmenter. Loyers, le coût de l'énergie d'un point de vue global, même s'il y a eu un bouclier énergétique qui a été extrêmement massif et très bon pour la compétitivité. Et qui a été très bon pour la compétitivité, mais je crois qu'il a été aussi très important en termes de budget qui a été déployé de la part de l'État et de moyens qui ont été effectués, mais dont les Français n'ont quasiment pas conscience. Et puis le deuxième point, et qui peut-être est le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des liens objectifs entre baisse de l'inflation et compétitivité de la France,
Mais ce point de vue-là est vraiment totalement inconnu de la part passe de complètement sous le l'immense radar. majorité de la part de nos compatriotes. Et donc, en fait, il y a toujours probablement cette nécessité, lorsqu'on en est convaincu, d'avoir et d'articuler des aspects qui peuvent être des aspects à caractère macroéconomique et des conséquences que cela peut avoir à moyen ou à long terme pour les individus. Et c'est valable pour ça, c'est valable en fait pour même tout ce qui peut être la question de la compétitivité, la question de la création d'emplois, la question de l'attractivité du territoire, qui n'est pas toujours d'un point de vue d'opinion le lien avec des conséquences concrètes pour les individus. C'est pour ça qu'il faut écouter les experts tous les jours, parce qu'on vous l'aurait expliqué d'ores et déjà, Gilles Berset fait un travail d'évangélisation et de pédagogie exceptionnel sur ce point. Ronan Le Moal. Pour prolonger peut-être le raisonnement, d'abord dire que quand on voit qu'il y a effectivement c'est une entreprise sur deux, grande entreprise qui va embaucher effectivement moins un cadre, bon, c'est pas mirifique. Les petites entreprises c'est beaucoup plus faible, on regarde les chiffres. Et surtout, je pense qu'il serait intéressant. Il y a un grand schisme là entre les grandes entreprises et les toutes petites. De quelle nature de recrutement parle-t-on ? Parce que je pense qu'aujourd'hui il y a un sujet sur la polarisation finalement des recrutements. On voit qu'il y a beaucoup de sujets autour de l'IA, de la tech, de la cybersécurité, des sujets financiers. Bref, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais on voit qu'il y a un déplacement d'un certain nombre de quotas de recrutement vers ces fonctions dont on comprend tous très vite qu'elles sont assez stratégiques si on regarde un peu ce qui se passe autour de nous. Mais pour le coup, on devine moins bien, si on fait une analyse juste factuelle des chiffres, quelles en peuvent être les conséquences sur les autres types d'emplois qui peuvent avoir dans les entreprises. Donc je pense que ce qui serait intéressant, au-delà de la donnée brute qui, effectivement, ne fait pas sauter au plafond non plus, c'est quand même de regarder est-ce qu'il y a un déplacement de la nature des emplois sur lesquels les entreprises se positionnent, notamment les grandes, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur les autres types d'emplois qu'il y a dans les entreprises, et comment accompagner ce mouvement éventuel qu'on va sans doute voir se dessiner dans les 5 à 10 prochaines années. Ça, je pense, c'est important. Gilbert. Complètement d'accord avec ce qui a été dit précédemment par Ronan et par Jean-Daniel. Je voudrais ajouter un point. La pédagogie est très peu faite et très mal faite par notre gouvernement, je trouve. Quand on regarde le niveau des prix, qu'on se compare à d'autres pays pour des choses comparables, l'électricité, on est le pays européen où elle est la moins chère. La moins chère. Mais quand je dis la moins chère, c'est pas de quelques centimes, c'est vraiment dans des proportions considérables. Je n'ai jamais vu un de nos ministres sur un plateau de télévision avec une carte de l'Europe et le prix de l'électricité dans les différents pays européens. Ça a été fait durant la crise énergétique. Il y a eu la présentation. Effectivement, on est très regardez, en deçà de ça tient beaucoup. C'est beaucoup dû à notre parc nucléaire, bien évidemment. Bien évidemment, mais c'est des réalités comme ça qui doivent être données à la connaissance des ménages pour leur dire soyez conscients, malgré tout, que des politiques de long terme et puis des politiques de moins long terme ont des résultats tangents sur votre niveau de vie et sur votre pouvoir d'achat. Mais je ne comprends pas sur quelque chose d'aussi explicite, d'aussi lisible, par exemple, que le prix de l'électricité, pourquoi pas davantage de publicité n'est faite sur le niveau des prix en France. Je rappelle qu'en Grande-Bretagne, je me souviens, durant la crise énergétique, le choix c'était entre to eat or to heat, se chauffer ou manger pour certains, et notamment chez les plus jeunes. C'était des situations effectivement dramatiques. Je voudrais qu'on parle d'un mot de l'Europe. Allez, il est 10h50, il nous reste quelques minutes malheureusement, on pourrait y passer l'heure, mais tout de même, ce discours de Mario Draghi hier à Louvain, encore un grand discours sur l'Europe. L'ancien président de la BCE nous a habitués à semer des petits cailloux comme ça pour nourrir l'esprit européen, pour défendre la souveraineté européenne. Hier, il a appelé à un sursaut fédéral, rappelant les atouts de l'économie européenne, en expliquant qu'il manquait maintenant le levier politique. On l'écoute tout de suite, Mario Draghi. But collectively, we have something greater. Mais collectivement, nous avons quelque chose de plus important. L'échelle, la richesse, la culture politique et 75 ans passés à construire les institutions d'un projet commun. Parmi tous ceux qui sont aujourd'hui pris en tenaille entre les États-Unis et la Chine, seuls les Européens ont la possibilité de devenir eux-mêmes une véritable puissance. Europeans alone have the option to become a genuine power themselves. On a les moyens en Europe de devenir une vraie puissance entre les États-Unis et la Chine. Il a rappelé durant ce discours qu'on était le principal marché d'export, le principal marché d'import, 3 600 milliards d'importations. On est le premier partenaire commercial de 70 pays avec des atouts, y compris industriels. On ne va pas refaire son discours. Son grand message, c'était de dire qu'il fallait par contre passer, que l'on passe par un sursaut
fédéral, ce qu'il appelle un fédéralisme pragmatique, c'est-à-dire à quelques-uns. L'Europe est trop lente aujourd'hui, on n'y arrivera pas à 27 avec toute la gouvernance européenne qui est faite pour ne rien faire, le droit de veto. Avançons sur les sujets de défense, sur des sujets stratégiques industriels, à quelques-uns seulement, avec des outils démocratiques renforcés. Ce discours fédéraliste, on l'entend plus beaucoup en Europe. Christine Lagarde a tenu un discours il n'y a pas longtemps à l'Institut Montaigne en ce sens. Valérie Ayé au Parlement européen. Qu'en pensent les Français, Jean-Daniel Lévy? Ce qu'on voit, c'est une montée des nationalismes et des populismes bien davantage que le fédéralisme. Absolument. Et quand on regarde d'un point de vue global au niveau européen, la montée, on l'a pu voir par exemple au cours des dernières élections européennes, est assez massive et ne va pas tout à fait dans le sens d'une forme de fédéralisme. Le deuxième point, je pense, qui est assez marquant, c'est qu'il y a des termes qui sont quelque peu abscons pour nos compatriotes et la France a cette forme de singularité déjà dans son rapport à l'État, d'être vraiment aux antipodes de ce que peut être le fédéralisme et même le poids des régions. Quand vous comparez, ne serait-ce qu'aux pays qui sont limitrophes de la France, on fait partie d'une exception absolument notable où il y a encore une forme de centralisation qui est une centralisation extrêmement massive. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a une forme de malentendu qui est peut-être savamment entretenu de la part de nos responsables politiques sur le rapport de la France à l'Europe. C'est que quand on fait bien en général, c'est Paris. Quand on a des problèmes en général, c'est Bruxelles. Absolument. Et on a tendance à considérer, même parfois, que quand on fait mal en France, c'est pas grave, mais qu'il faut quand même le développer par-delà nos propres frontières. Je ne veux pas revenir sur le débat de 2005, mais pour partie, en fait, il y avait de ceci, avec, quelle que soit la nature des débats, la perception qu'il fallait développer les services publics, une forme de rapport à la démocratie, qui était typiquement français et qui n'était pas forcément le fruit d'un compromis issu du TCE, mais qui était dans ce regard qui est très napoléonien ou hugolien de la part de nos compatriotes, en se disant qu'on peut apporter par-delà nos propres frontières ce que l'on fait en France, que ce soit bien ou que ce soit mal. Donc la notion même de fédéralisme, je pense qu'elle est intéressante en tant que telle, je pense qu'elle n'est pas du tout portée dans le débat public. Il n'est qu'à voir les dernières élections européennes en France, je ne parle même pas au niveau européen, mais en France, qui a parlé de fédéralisme dans le cadre d'une ambition qu'il pourrait avoir pour l'Europe? On va dire quasiment plus personne, ou ceux qui peuvent à bas bruit le défendre ne l'ont pas exposé de manière massive comme étant un enjeu fondamental. Pendant le Moal, vous y croyez à ce fédéralisme pragmatique? Moi, je pense que le fédéralisme pragmatique, c'est pas le fédéralisme, justement. Puisqu'en fait, on voit que les sujets qui sont derrière... Alors, d'abord, on voit que les derniers temps nous ont montré par l'aptitude de Trump côté américain, par ce qui se passe en Russie, par les positions chinoises, qu'effectivement, des positions changeantes à ce niveau-là, en termes géopolitiques, géoéconomiques, ça impacte fortement la manière dont l'Europe doit se comporter. Ça, c'est sûr. Et on voit bien d'ailleurs qu'un certain nombre d'accords ont été très critiqués parce qu'ils sont vus comme étant, quelque part, une attaque à la souveraineté, effectivement, de la France, si on veut utiliser des termes comme cela. Et moi, je pense que le fédéralisme pragmatique, c'est pas le fédéralisme, justement, parce que ça veut dire c'est faire des choix à quelques-uns sur quelques sujets, le militaire, pourquoi pas, d'autres, l'énergie, pourquoi pas, et qui sont typiquement, en tout cas si on se positionne à l'échelle d'autres pays, des sujets qui sont justement fédérés pour tout le monde. Donc on voit qu'il y a un besoin sans doute de se protéger, on parle du militaire, on voit qu'il y a un sujet sans doute d'être capable d'être plus indépendant énergétiquement, et on pourrait faire la liste un peu plus importante, mais ça veut dire que si on le fait seulement à quelques-uns, je ne dis pas que c'est pas bien, mais je dis que pour moi c'est pas du fédéralisme. Le fédéralisme au contraire, sur ces quelques sujets-là, c'est la notion d'être capable de le faire pour tout le monde, parce que justement ça dépasse le simple intérêt d'un pays ou d'un autre. Donc, moi, je suis pour le pragmatisme. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense effectivement, plutôt que de sortir de débats stériles sur comment est-ce qu'on fait si demain il faut utiliser l'arme nucléaire française, parce que vaut mieux peut-être être pragmatique et faire des unions à quelques-uns sur des sujets comme cela. Mais il ne faut pas appeler ça du fédéralisme, pour le coup. C'est pas du fédéralisme. C'est autre chose. Ça peut avoir du sens, mais c'est autre chose. Une stratégie commune, peut-être, Gilbert. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'épisode récent, les débats récents en France sur l'accord Mercosur montrent bien l'ambivalence du positionnement français par rapport à l'Europe. Je rappelle, sans aller dans le fond de cet accord, 23 pays sur les 27 européens étaient pour. Absolument. Étaient pour. 4, dont la France, étaient contre. Et parmi les 4... il y a au moins un pays qui est assez peu recommandable, la Hongrie. L'idée
qu'en France, on se ferait imposer un accord en Europe, alors que dans le fonctionnement européen, il fallait une majorité qualifiée, et cette majorité qualifiée était largement atteinte. Oui, il y a un processus très démocratique pour y arriver. Un processus très démocratique, mais un refus complet et une position générale de tous les partis d'opposition à cet accord est quelque chose de stupéfiant. Il y avait un refus des règles de fonctionnement communes auxquelles la France prétendait aspirer pendant des décennies. Donc, je suis assez d'accord avec Ronan. Mais en petit groupe, on pourrait penser comme ça, réfléchir à des dossiers précis. Le fonctionnement, c'est des coalitions de volontaires. C'est des coalitions de volontaires sur des objets... Le principe de son fédéralisme pragmatique, c'est vraiment ça, une coalition absolument. de pays. Néanmoins, ça ne nous garantit pas la réussite. On le voit pour l'avion de guerre commun, le SCAF. Et le SCAF, c'est très compliqué, oui. Voilà, entre la France et l'Allemagne, cette coalition de volontaires se fait avec peu de pays, mais ce peu de pays a des difficultés à s'entendre de façon opérationnelle. Donc c'est pas la garantie. C'est pas la garantie de réussite. En tout cas, le message est passé par Mario Draghi. On verra s'il fait des petits d'ici l'élection présidentielle. Merci à tous les trois. Ronan Lemoal, Gilles Berset, dont je rappelle le dernier ouvrage, Sauver la démocratie sociale, aux éditions Calman Lévy avec Guy Groux et Richard Robert, la fameuse collection de Raymond Aron, Liberté de l'esprit. Et puis, merci à Jean-Daniel Lévy, Un dimanche en France, qui sort ce samedi. Que font les Français le dimanche ? Eh bien, finalement, ils font peut-être plus société qu'on ne le croit. Merci à tous les trois.